RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Et le clown David Richard, qui n'entend pas dans son micro, tant mieux, on a réussi à lui couper le sifflet et ça c'est génial, je pourrais en parler tout seul. Chers auditeurs, merci de suivre nos aventures, comme depuis bien des années. Et oui David, ça fait des années que je te supporte. Ce soir c'est réussite éducative, comme je l'avais annoncé la semaine dernière. Ça me dérange pas de meubler pendant qu'ils font des réglages, parce que j'ai 1 milliard de trucs à vous raconter, chers auditeurs. Oui, la semaine dernière je vous l'avais dit, on va maintenant enchaîner avec 2 vies associatives, donc ce mercredi et mercredi prochain, ainsi que toutes les rediffusions réussite éducative. Et sur YouTube, parce qu'on filme les émissions, d'où cette jolie cravate de clown, qui en ce moment d'ailleurs est beaucoup de sorties. Je vais vous en dire quelques mots. Juste quelques petites informations, parce que c'est devenu une tradition, pendant qu'il bidouille. Quelques informations relatives aux émissions précédentes, vous le savez. On parlera le mercredi 19, c'est-à-dire qu'on reprendra la vie associative, on recevra l'association Mayotte, Nancy Union Solidarité Mayotte, aux côtés desquels j'avais joué à la salle Rographe il y a maintenant 15 jours. Merci à tous ceux qui sont venus, il y a eu beaucoup de monde, c'était super sympa. Et donc l'action se poursuit bien entendu pour Mayotte, parce que voilà, ils sont loin d'être arrivés au terme de tout ce qu'ils ont besoin de mettre en place et à d'œuvrer pour arriver à limiter les dégâts du cyclone d'il y a déjà maintenant 6 semaines. J'essaie de calculer en même temps avec les rediffs et tout, environ. En ce moment, tout ce qui est alimentaire, etc., tout ce que les dons qui sont possibles, vous savez, c'était plus à Gentilly depuis quelques temps, c'était à côté de la mairie d'Essé, ils en avaient parlé. Je les ai contactés juste avant la prise d'antenne, ça vient de s'arrêter là parce qu'ils cherchent une nouvelle salle. Alors ils sont toujours, bien sûr, ils ont un petit peu calmé tout ce qui était vestimentaire, vous le saviez déjà depuis quelques temps, on en avait parlé, puisqu'on les a reçus dans les studios juste avant les spectacles salle Rographe, mais là, ils sont en recherche d'une salle. Donc, si jamais vous connaissez une salle dans votre coin, village, municipalité ou autre, on va, nous aussi, avec l'association Les Petites Grandes Âmes, essayer de trouver des contacts. Donc, pour l'instant, il n'y a plus les collectes, mais ils m'ont demandé de vous dire, chers auditeurs, que par contre, on pouvait se rabattre sur la cagnotte. La cagnotte Litchi, vous savez, très importante, c'est la fameuse quête des 8 000 € qui permet non seulement de transporter tout ce que vous avez gentiment donné à Salle Gentilly ou à Essé, mais également ensuite de véhiculer sur place toutes les zones de Mayotte où ils ont besoin de tout ce que vous avez donné. Donc ça, le but est les 8 000 €. La cagnotte Litchi, vous la retrouvez bien sûr sur le site internet de Nancy Union Solidarité Mayotte, mais également sur Chamallow Saltimbanque, le Facebook de cette émission. L'un des Facebook, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres aussi, surtout dans l'émission Réussite éducative, mais en tout cas là, vous retrouverez bien sûr le lien pour la cagnotte de Mayotte. Et donc le 18, on fait le bilan, enfin ce sera mercredi 19, pardon. L'émission mercredi 19 à 17 h. On enregistre un peu avant, c'est pour ça que je me trompe parfois. On recevra l'association, bien sûr, de Mayotte, de Nancy, et on fera le point du spectacle salle Rographe. On parlera super danseuse, super chanteur, c'était vraiment magnifique. Voilà, moi j'avais adoré, c'était sympa. Et on aura plein d'anecdotes, on garde tout ça sous le coude, parce que on a enchaîné les spectacles, il y a plein de choses à vous raconter, et c'était vraiment, la salle était bien pleine, c'était sympa. Donc tout ça on fera le point, mais on fera pas que le point de la journée de salle Rographe, on fera le point de l'état des lieux en ce moment Mayotte, des besoins, de tout ce qu'on peut mettre en place. Et tout à l'heure, quand je les ai vus en ligne, on va essayer de trouver une salle pour refaire un spectacle, cirque et autres, bien sûr, les danseuses, etc. Donc tout ça, on en reparle dans l'émission du 19. Peut-être déjà la semaine prochaine, si j'ai quelques infos, bien entendu, si David est d'accord. T'es d'accord, David? Oui, en général, je suis d'accord. T'es d'accord? J'ai pas fait entendre ta douce et mélodieuse voix parce que tu bidouillais, là, t'étais en train de réparer les studios, mais voilà, ça va, toi? Rien que ça. Ouais. Oui, ça va bien. Ça va? Oh, super. Bon, juste dernière info, la cagnotte, et toutes les cagnottes d'ailleurs, toutes les cagnottes du Téléthon 2024, ça surprend toujours quand je parle du Téléthon début février, mais le Téléthon 2024 ne s'arrête que le 28 février 2025. C'est là que sont arrêtées toutes les cagnottes qui sont rattachées à toutes les manifestations avec les cartes d'accréditation. Donc si vous avez apprécié telle ou telle manifestation, ou si voilà, vous en appréciez encore parce qu'il y a encore quelques actions, sachez qu'à chaque fois une cagnotte, vous avez dû voir d'ailleurs des QR codes, même quand vous êtes allé acheter des pains d'épices, des crêpes ou voir des actions sportives, les cagnottes s'arrêtent le 28 février. C'est d'ailleurs pour ça que c'est vers fin mars, début avril que vous entendez souvent dans tous les médias la somme définitive du Téléthon qui est de l'année qui précède, parce que c'est là qu'il y a définitivement les remontées des fonds de tous les départements.
Tout ça pour vous dire que vous pouvez encore aller faire des dons, notamment dans notre département, car comme le dit Michel Adam, que l'on salue, notre coordinateur, c'est toujours bon de gonfler aussi les sommes de chaque département. Ça permet ensuite d'avoir plus facilement des mises en place de télétons, etc., de salles et tout. Donc n'hésitez pas. Et puis moi, je fais une petite parenthèse, parce que c'est pour ça que j'en parle, c'est que notre cagnotte téléthon pour notre remontée des fonds le 28 février, quand la cagnotte s'arrêtera, elle est toujours bien sûr active. Et on n'a pas encore atteint notre... le chiffre qu'on avait annoncé, voilà, notre espérance. Donc n'hésitez pas, vous retrouvez le lien de la cagnotte Téléthon sur le Facebook Chamallow Saltimbanque. On a jusqu'au 28 février. De même que vous avez jusqu'au 8 février, vous le savez, pour finir les petites boîtes des pièces jaunes pour les enfants de l'hôpital. Avec notre association, on essaye d'en remplir 3. Mais là, vous aurez du mal à venir nous aider, parce que, à moins de courir là avant la fin de l'émission, parce que j'en ai une dans mon sac. Mais n'hésitez pas. Vous pouvez encore retirer d'ailleurs dans les postes les petites boîtes jaunes pour les enfants de l'hôpital. Voilà, il y a beaucoup de cagnottes, je le disais dans l'émission Vie Associative, il y a une multiplicité de cagnottes, c'est vrai. Il faut faire le tri dans tout ça, et puis après on ne peut pas donner partout. Donc moi, le but de l'émission Vie Associative et au début de Réussite Éducative, je parle de plusieurs, notamment celles qui sont attachées à notre association. Mais après, bien sûr, vous allez où vous voulez, vous allez où vous pouvez. L'important, c'est qu'on soit tous interconnectés avec tout ce qui se passe dans le monde, et puis tout ce que... Voilà, mais après on ne peut pas être partout non plus. T'es d'accord, David ? Oui, encore une fois, je suis mais c'est vrai, c'est marrant, parce que si on démarre une émission où il est 2 fois d'accord, moi j'ai peur de l'émission, parce qu'il va forcément se passer quelque chose, et ça m'inquiète beaucoup. Dernier message. Vous nous rejoignez, l'association MJC Beauregard. J'en ai jamais autant parlé au début de chaque émission, mais parce qu'on est vraiment en manque d'élèves cette année. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que la MJC est loin, tout en haut, là-haut, en haut de l'avenue Boufflers? Je ne sais pas. On a vraiment besoin d'élèves dans le cours de cirque de 17h à 19h les lundis, parce que c'est les élèves de l'association qui constituent les artistes, quel que soit le niveau d'ailleurs, constituent les artistes qui vont dans les différents spectacles et des suites qu'on a prévus. Vous voyez, là, c'était Mayotte. Et... du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Après, vous n'êtes pas obligé de monter sur scène, ça peut être juste pour apprendre les arts du cirque, mais en tout cas, voilà, c'est important. On a un élève qui s'appelle Mathéo, qui est tout le temps sur scène avec nous, il a 9 ans, mais le problème, c'est que cette année, il est un petit peu seul. Voilà, parce que les élèves de l'an passé sont allés voir un petit peu d'autres activités. C'est bien aussi d'ailleurs de goûter un peu à tout quand on est jeune, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis c'est ouvert aussi aux adultes. Voilà, jusqu'à 77 ans, on dit la formule, mais vous pouvez venir même à plus. Aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, donc pour vous qui l'écoutez, c'était hier. C'est la journée internationale de la lutte contre le cancer. Alors, ça me permet de le dire que dans la vie associative, on en parle beaucoup, parce qu'il y a des associations différentes et puis des cancers différents. C'est dit rapidement, mais c'est ça, c'est la vérité. Mais du coup, lors du spectacle Salrographe, j'avais eu la chance d'avoir dans la salle Dominique, le président d'Une Rose, un Espoir, Chardon 54. N'oubliez pas, c'est fin avril, on l'a reçu dans la dernière émission, vous retrouvez ça en podcast. La toute dernière émission de la semaine dernière, c'était Dominique qui était venu. Vous connaissez, Une Rose, un Espoir, c'est national d'ailleurs. C'est fin avril, tous les motards qui partent un petit peu dans tout le département. En échange de 2 €, ils offrent une rose. Ils cherchent d'ailleurs toujours des bénévoles pour être à l'arrière des motos, pour tenir toutes les roses, etc. Tu connais David, Une Rose, un Espoir? Oui. C'est vrai? Troisième oui. Ah non, mais c'est génial, parce que hier j'en parlais à quelqu'un, il me dit non, je connais pas, alors que ça va faire leurs 10 ans là. Ouais. Donc j'étais impressionné. Ouais, mais toi tu sais tout, toi. Ça doit être pour ça. C'est ça. Il est trop fort. Donc n'hésitez pas, là, on les recevra encore une fois. Mais tout ça, vous retrouvez également, vous allez sur Chardon 54, le site internet, et ils ont déjà mis tout le... Parce que c'est différent de l'an passé, ils ont encore des nouvelles communes qui les ont rejoints. Donc ça s'est encore amplifié dans le département, tout le parcours, etc. Voir si votre village ou près de chez vous, il passe les motos. C'est 27 et 28, quelque chose comme ça, 26, 27. En tout cas, c'est fin avril, dernier week-end d'avril. Voilà, je ferme la parenthèse et tout de suite, David va nous faire son magnifique tour de table et on est content de retrouver la réussite éducative. Oui, et je vais faire un magnifique tour de table, en effet. Nous recevons ce soir pour la première fois Valentine, qui va se présenter tout de suite, en fait, en quelques mots rapides. Et du coup, moi c'est Valentine, je suis du coup en stage au sein du programme de réussite éducative avec David. Voilà. Et je suis étudiante éducatrice de jeunes enfants en 2e année, entre autres. Et tu vas nous présenter un peu la filière, les métiers, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, on le fait tous les ans avec les gens qui sont en stage. Là, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait eu personne. Je trouve que c'est bien de rappeler aussi que les gens qui font ces métiers-là, c'est pas juste des gens qui gardent des enfants.
C'est un peu plus compliqué que ça. On reçoit pour la 2e fois consécutive. On avait dit qu'on le retrouverait, qu'on le ferait revenir, et il est revenu. Et on va le retrouver même encore dans la prochaine émission pour terminer un peu terminer le sujet. Le sujet est interminable, mais terminer notre participation à ce sujet. Lucas, je te laisse redire quelques mots sur toi. Bonsoir Lucas, je suis étudiant en 5e année d'études d'architecture à Nancy. Et là, je réalise mon travail de fin d'études sur le quartier Champ-le-Bœuf. Et là, voilà, on voit les pouces qui se lèvent. Il travaille sur le centre du monde. Et ça, c'est bien. Il travaille sur le centre du monde connu. Moi, j'ai pas d'annonce, j'ai rien à annoncer, parce que je fais rien. Voilà, globalement. Non, rien de spécial. Donc, moi, je propose qu'on s'aère un tout petit peu la tête avec une petite pause musicale de derrière les fagots. J'utilise des expressions qui sont du XXe siècle, dis donc. Et ensuite, on retrouvera Valentine qui nous parlera un petit peu donc des éducatrices et éducateurs de jeunes enfants. Ça perd l'hypopète. Réussite éducative sur RCN. La ville est moche. Ah, je t'ai grillé. Oui, parce que j'ai pas compris ce que tu m'as fait, mais ça y est, j'ai compris. La ville est moche. On a terminé sur cette phrase. Est-ce que vraiment la ville est moche ? Parce que la chanson là, ça disait que la ville est moche ? Ça disait alors que Mulhouse est moche. Techniquement, c'était vraiment très 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 ciblé. Parce que c'était en français là ? Oui. Ah ouais, mais pourtant j'écoute pendant la pause. Mais... C'était Diego Palavas, c'est des Vosgiens. C'est peut-être parce que c'était l'accent vosgien. Mais il y en a un qui habite peut-être toujours à Mulhouse et du coup il voulait parler de Mulhouse. Ah, il y a des artistes vosgiens. Tu le vis bien ou c'est comment ? Oh, punaise. Claude Vanoni, qui est c'est ce que j'allais dire. T'as plein de groupes. Comment tu m'as piqué ? Bon, la ville est moche. On va demander à Lucas ce qu'il en pense. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas ? Est-ce que la ville est moche alors, Lucas ? La ville est moche, non, pas forcément. En fait, il y a de la beauté partout. Faut juste le percevoir. Des fois, c'est pas facile. C'est vrai qu'on parle de Mulhouse. Il y a certaines villes, on le voit pas forcément. Mais il y a toujours des magnifiques coins un peu partout. Je suis assez d'accord avec toi. Très d'accord même. On t'avait reçu il y a déjà plusieurs mois. Ouais. Pour au début de ton travail alors redonne l'intitulé exact de ton travail. Moi je travaille en fait sur l'appropriation de l'espace par les jeunes au quartier Champ-le-Bœuf. Alors c'est vraiment comment ils pratiquent l'espace. Alors l'espace, c'est les espaces communs à partir du paillasson en fait, tout simplement de la porte d'entrée de l'appartement, l'espace public. Ça peut être les bancs, les garages, toutes ces choses là. Et puis j'ai continué les entretiens pendant un petit moment. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, et j'ai appris énormément de choses du coup sur le quartier Champ-le-Bœuf, à la fois du coup avec les habitants et aussi avec toi, et notamment aussi avec Alexis de Jeunesse Cité, qui m'a aussi beaucoup donné d'indications, de choses sur le quartier hyper intéressantes. Et en fait j'ai essayé de combiner tout ça avec des recherches aussi sur d'autres quartiers, voir si c'était un petit peu la même chose ailleurs, et voilà, on voit toutes ces choses là pour on avance tranquillement. Alors je fais un tout petit aparté parce que j'ai annoncé Valentine après la chanson, puis en fait je me suis enflammé à cause de La ville est moche, mais c'est pas grave, on va continuer et puis on va inverser l'ordre parce qu'on n'est pas très nombreux autour de la table, donc ça va pouvoir se faire en douceur. Donc toi tu étais sur ces questions là. On avait parlé un petit peu des a priori, ou en tout cas sans parler forcément d'a priori, mais de ce que toi tu connaissais de ces quartiers là avant de commencer ton travail. Est-ce que tu saurais nous redire un petit peu justement comment ta vision de ces quartiers, ou de ce quartier en particulier, le Champ-le-Bœuf, mais peut-être aussi dans les comparaisons que tu as pu faire, a évolué avec ton boulot? Bien sûr. Alors du coup, moi déjà je parle d'un regard extérieur, parce que du coup c'est pas du tout un quartier que je connaissais, même le quartier de Champ-le-Bœuf, je connaissais le Haut-du-Lève parce qu'il est tellement reconnaissable et c'est un gros exemple à Nancy, mais je connaissais pas du tout le quartier Champ-le-Bœuf. Du coup j'étais vraiment venu avec un regard très extérieur, et c'est ce que je disais un petit peu dans les entretiens, c'est que la seule chose qu'on voit justement sur les quartiers comme ça, les grands ensembles, c'est ce qu'on voit à travers les médias. Et en fait, on voit aujourd'hui que la neutralité, elle n'existe plus dans les médias. C'est ce que me disent notamment les habitants. Ils font face sûrement à une stigmatisation un peu constante de la part des médias, des journaux, où maintenant, en fait, on a plus l'impression que c'est des journaux d'opinion, des médias d'opinion, avec plutôt l'avis un peu subjectif des décideurs. Et il fallait voir à travers ça, parce que on se doute que c'est vraiment pas la réalité. Et en fait, on découvre quelque chose de totalement différent quand on arrive ici, que ce soit avec les habitants, la façon dont j'étais accueilli, l'effervescence que je vois, les choses qu'il peut y avoir dans le quartier. Et je trouve ça super. Et après, je sais pas si on peut faire des similitudes. Il y a des similitudes qui existent avec d'autres quartiers, mais c'est assez compliqué parce que le quartier Champ-le-Bœuf est très particulier. Le fait qu'il soit sur 2 communes, qu'il ait une architecture qui est assez labyrinthique, un urbanisme très particulier. Il y a aussi un peu un sentiment avec un gros couvert végétal, un peu d'étouffement. Et c'est assez particulier. Et je dirais qu'en fait, chaque quartier, chaque ensemble, unité d'habitation, a sa
propre expérience, sa propre très caractéristique, ses propres caractéristiques, et c'est compliqué en fait de mettre en lien avec différents. Mis à part ça, j'ai regardé forcément à travers le temps ou d'autres quartiers un peu en France, et il y a des similitudes qui existent notamment sur la pratique de l'espace par les jeunes. Même il y a 20 ans, dans le sud de la France, on retrouve des similitudes aujourd'hui avec Champ-de-Bœuf. C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est un quartier qui est particulier, mais moi j'ai toujours le sentiment que ces quartiers-là, on peut les voir effectivement d'un point de vue extérieur comme une espèce d'ensemble de blocs avec du béton partout et puis point à la ligne, et la ville est moche, on revient à ça sur les stéréotypes, et finalement moi j'ai pas mal l'impression que c'est comme si c'était plein de petits villages. Exactement, c'est très intéressant en fait, notamment quand on regarde en plan, on voit déjà cette bretelle d'autoroute, on a le parc d'agrément, on a aussi la zone d'activité avec le Zénith, et même quand on regarde en fait en plan, on a vraiment des architectures différentes, un urbanisme assez disparate, et on a le sentiment un peu de confusion, d'unités d'habitation très différentes, et même quand on se balade, moi je suis allé me balader en partant justement là où je viens tout le temps, chez toi David, pour aller vers le parc Léo-Lagrange, et en fait on passe très rapidement des immeubles au pavillon, et c'est assez brutal d'ailleurs quand on se balade dans le quartier, et c'est là qu'on voit qu'on peut pas le voir comme un ensemble, et c'est assez compliqué quoi. Et c'est pour ça que j'essaye de le traiter comme un ensemble, en sachant bien évidemment que c'est très particulier, très disparate et très hétérogène, on va dire. Sur une première impression comme ça, je vais me tourner vers toi, Valentine, je vais te prendre au dépourvu. Ça a été quoi, toi, quand la première fois que tu es venu sur le quartier, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on a visité, on a passé un peu de temps à se balader dedans. Quelle impression il t'a fait, ce quartier, visuellement ? Mais pour le coup, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Lucas, du coup, sur le fait que c'est un quartier qui est assez hétérogène dans sa composition, sans avoir des connaissances très poussées en architecture, etc. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup d'un type d'immeuble, de construction à un autre. Ce que tu disais, on passe des grands immeubles, des bars à des pavillons. Il y a des espaces, des parcs. C'est vrai que c'est assez hétérogène à ce niveau-là, et je trouve que c'est aussi, du coup, dans la compréhension du territoire, c'est un territoire qui est assez complexe, parce que d'une rue à l'autre, en fait, on est sur une commune, puis on passe sur une autre commune, parfois sur la même rue, on change de commune, on en sort pour rentrer dans une autre. Donc c'est un quartier qui est assez complexe au niveau de la compréhension, et à ce niveau-là, je trouve. C'est vrai qu'on se perd assez rapidement. Je me souviens, quand je suis arrivé, là, déjà quand je me baladais, je veux dire, de passer vite du pavillon à la barre, c'est particulier. Et aussi, autre chose qui m'a marqué, c'est qu'on parle souvent d'espace public au cœur en fait, de ces grandes habitations. Et en fait, on ne le retrouve pas vraiment aujourd'hui. Et c'est notamment, je trouve, qui est matérialisé par les haies. C'est assez marrant, mais en fait, les haies, c'est une vraie clôture dans l'espace, et particulièrement au quartier Champ-de-Bœuf. Je trouve que ça ceinture vraiment l'espace, et que chaque parcelle en fait est indépendante, et j'ai du mal à voir le fonctionnement entre. C'est assez particulier. Autrement, il y a beaucoup de stationnement, beaucoup de garages qui fait qu'en fait, on voit plus l'espace public comme un lieu de passage que comme un lieu où on reste. Et c'est plutôt perçu comme un couloir. Et c'est assez particulier, et c'est peut-être ce qui manquait aussi, moi, c'est ce que me disaient même les jeunes ou les parents. Pour nous, c'est des espaces de passage. C'est pas des lieux où on reste. On va au parc Léo-Grange, on va au parc d'agrément, on va là et là, mais c'est pas un espace où on reste. Et ça, c'est un vrai problème, je trouve, qu'on ne puisse pas exploiter l'espace public comme un vrai espace de vie où vont se faire les rapports sociaux, mais plutôt comme un lieu qu'on traverse, quoi. Ah oui, moi mais en fait, moi, je me tais depuis tout à l'heure, parce que je vais inventer une formule, mais je parle peu parce que je pense beaucoup. Parce qu'on en a déjà un peu parlé la dernière émission, et puis j'espère qu'on va réussir à se voir, puisque on va réussir à coller nos emplois du temps quand même. Alors, j'espère que tes travaux de recherche, ton mémoire, il englobe bien sûr un espace-temps assez grand, parce que la perception que moi je vais partager avec toi en me promenant au Champ-de-Bœuf, comme on a dit hors antenne, forcément c'est un Champ-de-Bœuf d'avant. On en avait parlé à l'émission de radio, c'est que ne serait-ce qu'avec les interphones, je pense que ça a changé. Moi, j'ai vu rien que mes frères et sœurs, parce que chez moi, pratiquement tout le monde continue d'habiter au Champ-de-Bœuf, parce que c'est un lieu dont on rêve de partir, mais on rêve de revenir quand on est loin, mais on développera ça plus tard. Finalement, je me suis rendu compte que mes frères et sœurs, c'était autre chose. Déjà, avec l'invention de l'interphone, ça a brisé beaucoup de choses. Parce que nous, on vivait beaucoup plus, tu parles d'habiter l'espace, on habitait plus l'espace que chez nous. Tant et c'est bien que moi je suis de la génération où les mamans ouvraient les fenêtres et criaient à table 10, 15, 20 fois, et puis on rentrait, mais c'était
dehors et vraiment des lieux spécifiques qui étaient connus par tous. C'est assez marrant d'ailleurs, comme les lieux de rencontre. Il y avait 2 entrées qui servaient de lieu de rencontre. Pour des bandes différentes, c'était pas les mêmes qui s'y retrouvaient, mais on y allait à telle heure, c'est pas la peine de se donner rendez-vous, etc. Mais après, les entrées, c'était plus possible avec les interphones. Il y avait un banc, d'ailleurs ça s'appelait le banc. Donc tu vois, on pouvait se croiser n'importe qui, n'importe quand, on disait on se voit au banc ce soir, on se demandait pas quel était le banc. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'espace était ainsi structuré comme les lieux où jouent les petits frères, les petites sœurs, les lieux là où on se retrouve nous, etc. Et j'ai l'impression que c'était vraiment un lieu de vie, mais au même titre qu'un appartement, tu vois, c'était bien sûr, voilà, la même chose. Mais j'ai l'impression que ça a changé, donc voilà, c'est pour ça que je parlais peu, parce que je pense aussi que la vision que j'ai de ce quartier-là, elle est aussi datée par rapport à des modifications qu'il y a pu avoir. Et peut-être parce que, comme tu dis, j'ai l'impression que ça change aussi maintenant, parce qu'on parle souvent des bobos, j'aime pas trop cette expression-là, hein, mais j'ai senti aussi peut-être un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont un peu comme moins y vivre, mais plus pour travailler, être là parce qu'on est un peu loin du centre-ville, peut-être c'est un peu moins cher que le centre-ville, etc. Mais ils y vivent pas comme nous on y vivait, c'est-à-dire 24 heures sur 24, avec des mamans, avec des familles monoparentales qui vivent vraiment dedans. Je croise beaucoup de gens maintenant qui y vivent, mais en fait qui y habitent, quoi, mais qui y vivent pas. Et je pense que il faudrait méditer sur cette notion-là. Et j'ai l'impression que ça modifie un peu le rapport, parce que c'est pas des gens que les jeunes côtoient vraiment au quotidien, vivent vraiment la même chose, connaissent vraiment le moindre trou dans le moindre truc de béton à droite, à gauche, etc. J'ai l'impression qu'il y a des gens maintenant, des familles qui sont pour être là, mais qui vont travailler, qui ne vivent pas vraiment la porte ouverte comme nous on faisait, les fenêtres ouvertes, et puis vraiment là. Et juste dernière remarque, après je me tais, parce qu'on en parlera hors antenne, puis on fera une émission après quand on se sera vu, puis qu'on aura échangé ce lieu qui est mon havre de paix. Moi toute ma vie c'est là, mais c'était que moi je suis arrivé, on l'a dit la dernière fois, je suis à la Mozotte, moi, donc ma fenêtre donnait vraiment en face dans les maisons dont tu parles, ce qu'on appelait nous les petites maisons. J'avais beaucoup de copains parce que, mine de rien, moi tout ce qui est géographie par les municipalités, j'en ai déjà dit un mot à David, je trouve ça très étrange parce que nous on allait à l'école Albert Schweitzer, c'était les enfants des petites maisons comme on appelait ça, et nous on était mélangés, donc en fait pour nous il n'y avait pas de différence. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait pas les grilles que tu vois quand tu es à Moselotte, quand tu es du côté bar et que tu regardes ces belles maisons avec ces grandes terrasses qu'on appelait les piscines. On j'ai appelé ça plus tard. RCN, www.rcn-radio.org. Mais ces grandes terrasses là, juste en face de la Moselotte, et ben il n'y avait pas encore les grillages. Ça a été fait l'été où on est arrivé avec ma maman, ils ont mis les grillages et les portes. Et ben mine de rien, tu sens très jeune le clivage. Et moi, je regardais souvent les lumières allumées de ma chambre et je rêvais d'un monde. Et j'imaginais, à mon avis, je faisais des transferts parce que j'ai connu plein de gens après, des potes, et on était à La Fontaine. Et finalement, je me rendais compte que beaucoup vivaient aussi des galères, quoi. Ça voulait rien dire. Mais quand t'es petit, t'imagines dans les lumières le soir allumées des chambres et tu te dis, ça doit être super bien rangé, ça doit être très bien, très calme, ils doivent bien parler, faire les devoirs, machin. Alors que chez toi, y a plein d'enfants, plein de machins, ça crie. Nous, on a vécu des violences dont j'ai déjà parlé à la radio, je vais pas en parler dans cette émission-là, mais etc., des foyers et tout. Et du coup, tu fais toujours un transfert en disant la vie là-bas où il y a une lumière allumée, ça doit être paisible, calme, machin. Et aussi par le fait que c'est en forme de maison un peu plus et tout. Mais mine de rien, dans la rue, après, quand on se retrouvait nous, en fait, les enfants oublient tout ça. Et c'est vrai que le Champ-de-Bœuf, il fait bien. Enfin, moi, quand j'étais petit, on voyait pas ce clivage-là entre nous, dans nos jeux, parce qu'effectivement, t'as qu'une rue à traverser, t'es au Léo-Lagrange, t'as les petites maisons, t'as les machins. Mais les structures, quand même. Comment tu dis? L'architecture, l'urbanisme. L'urbanisme, voilà, merci. Je cherchais le mot, merci. T'es le meilleur. Eh ben, mine de rien, c'est assez intéressant à philosopher devant. Un Victor Hugo philosopherait, là, de voir cette barre face à ces maisons-là, comme ça. Comme ces édifices différents qui se regardent. Il y a presque, pas la lutte des classes, mais quand même un petit clivage. J'ai pris une photo notamment quand je suis du côté pavillonnaire. En fait, on a l'impression que cette tour, elle est dans le jardin en fait, du pavillon. Et en fait, c'est là, vraiment, sur cette photo, qu'on voit là, cette différence, quoi. Mais c'est dur même de voir cette différence d'urbanisme, d'architecture au sein d'une même photo, d'un petit cadrage, quoi. Et ouais, comme tu dis, c'est assez marquant cette différence d'urbanisme. Après, il y a un Champ-de-Bœuf, mais il y a plusieurs lieux. Parce que comme j'ai dit l'autre jour, moi je suis de la Moselotte, jamais nous c'était on s'affrontait, pas s'affronter violemment, mais c'était différent. Hein. T'es de la Seille, de la Madine, t'es d'où toi, machin, près de chez toi là, c'était la mince où il y avait une petite gendarmerie près de chez toi là où. Une gendarmerie, je sais pas. Ouais, mais ils l'ont plus depuis longtemps. Hein. Je sais pas, la Blette. Ouais, la Blette, la Seille, tout ça. Et ben, c'était pas pareil que d'être de la Moselotte. Hein. Déjà là, tu vois comme quoi. À quel moment, tiens, lui qui est l'architecte et toi, David, tu vas me donner ton avis. À quel moment on a ce sentiment? Moi, je vis un paradoxe là. J'y ai pensé avant de venir. À quel moment
tu penses que là, c'est chez toi. Je pensais à ça l'autre jour parce que je me dis, on habite en France. Admettons, voilà. Donc, je vis dans un pays où il y a la montagne, il y a la mer, il y a la plastane, il y a tout. Donc, partout, c'est un peu chez moi. Je vis dans un pays où je peux marcher, puis j'arrive à la mer, quoi. Peut-être je vais prendre un train parce que j'ai pas envie de marcher 3 jours, mais voilà, là, je descends, je vais plastane. En vérité, partout. Et qu'est-ce qui fait que quand tu vas dans un lieu de vacances, tu vas à la mer avec tes enfants l'été, tout ça, et puis les gens qui y vivent, ils te regardent de travers. Et des fois, même, ils disent, comme si, d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Tu te promènes avec tes bouées, ils disent, ils sont agacés par les touristes, tu vois. Puis moi, dans ma tête, je me dis, je suis pas vraiment un touriste. J'habite là, j'ai dû prendre un train pour venir là, mais après tout, j'habite dans un pays où il y a la mer, c'est que c'est pas plus compliqué pour moi d'aller à la mer, prendre un train ou d'aller à la plastane. Moi, quand je vois des gens plastane, je me dis pas, mince, ils sont pas de chez moi, quoi. Ça, c'est des touristes. Mince, ils sont en train d'abîmer le banc où je me mets d'habitude. J'ai pas ce sentiment d'appartenance, tu vois. Et j'ai l'impression que quand je vais dans un lieu de villégiature l'été, il y a des gens qui me regardent et ils disent, qu'est-ce que c'est? Ils ouvrent leurs portes comme ça, encore des touristes. Mais pas du tout, je suis chez moi, j'habite dans un pays, la mer, ça, à quel moment on croit que la distance fait qu'on a le droit de te regarder comme quelqu'un. Alors, un autre pays, moi qui suis universaliste, je pense pareil, mais je peux comprendre qu'une frontière, parce qu'on n'a pas les mêmes règles, c'est pas la même administration, je peux comprendre. Mais quand tu es dans ton propre pays, pourquoi il y a des gens comme ça? Ils disent, celui-là, il est chez moi, il est en train d'abîmer mon chez moi. Moi, je sais pas, il y a des gens qui plastane, même s'ils n'habitent pas Nancy, je me dis pas mince, ils viennent abîmer. Tu vois, à quel moment, à partir de quelle distance géographique, on se dit, là je suis plus vraiment chez moi, et les gens qui viennent chez moi là comme ils viennent de telle distance, c'est totalement subjectif. Ça te perturbe totalement. Non mais c'est subjectif, mais tu trouves pas? Une fois j'étais dans les Vosges à la Bresse, je me suis fait dire par un gars dans un bar, toi t'es de Nancy, t'es plus un étranger à la Bresse que si t'étais chinois. En fait, c'est une question d'usage aussi. Tu vois, et ça m'a marqué. Tu vois, c'est vraiment cette histoire-là. Mais en fait, t'es de la Bresse parce que les distances maintenant ne veulent plus rien dire. On est à 1h30 de Paris en TGV. Oui, mais tu vois, l'histoire de conflit. Tu vois, tu seras si on s'en tient au stéréotype et pour aller dans la grosse caricature, tu seras toujours plus un intrus, en tout cas à Metz, si t'es de Nancy, que si t'es de Reims. Tu vois, par exemple. C'est ces histoires de... Mais c'est curieux. Hein. Mais c'est curieux, je suis d'accord. Pas évident. Mais par contre, là où je dis que je suis un paradoxe, c'est là que j'attendais la réponse de Lucas. Où je dis un paradoxe, c'est que contrairement à ce que je viens de dire là, par contre, pour le Champ de Bœuf, quand je croise quelqu'un qui me dit j'étais au Champ de Bœuf ou je suis du Champ de Bœuf, il y a un côté confraternité, on se tape sur l'épaule, c'est vrai, t'es de là toi aussi. Et du coup, je me contredis, mais pour le Champ de Bœuf, j'ai vraiment un sentiment, tu sais, les irréductibles gaulois. Tu vois, plus tu te rapproches finalement, et plus finalement la distinction est presque peut être plus forte, quoi. C'est assez. Il y a un ouvrage qui est super, moi que j'ai lu, c'est un ouvrage de Georges Perec. C'est un ouvrage qui a 50 ans, c'est de 74, qui s'appelle Espèce d'espace, où en fait il parle justement de la perception de l'espace en partant de la chambre. Il parle de la chambre jusqu'au parler de la ville, quoi. Alors il parle de la chambre, de l'appartement, de la rue, etc. Et en fait, la question du chez-soi, elle est hyper complexe, quoi, que ce soit en architecture ou chez les gens, enfin, où on est chez soi. Et en fait, on peut se dire que même chez nous, on n'est pas vraiment chez soi. Dire la chambre, s'il y a dit, c'est le premier lieu où en fait, qui nous appartient, qu'on s'approprie justement. Mais c'est une question hyper complexe et je pense c'est très différent en fonction de l'expérience de chacun et je pense que personne ne peut avoir la réponse, quoi. Enfin, chaque réponse sera différente autour de la table. Je vais rebondir là-dessus parce qu'on évoquait le fait qu'il y avait, tu vois, tu parles des petites maisons en face des bars, tu parlais aussi de la complexité à faire de ça un ensemble, alors qu'en réalité, c'est plein de petits sous-ensembles. Je sais que tu as pu faire un entretien avec Simon, voilà, qu'on a revu la semaine dernière. Il pouvait pas être là aujourd'hui, donc on l'a enregistré et il illustre bien ça. C'est quelqu'un qui, pardon, on est côté Haut-du-Lièvre, et donc c'est un des nouveaux habitants du Haut-du-Lièvre depuis la rénovation urbaine. Donc il apporte aussi quelque chose de différent et il a un regard un petit peu différent. Si on peut écouter cet extrait, merci beaucoup. Eh ben, je suis Simon, technicien du spectacle. Et j'habite dans le quartier depuis fin 2018. Moi, j'ai grandi à Laxou, parce que mon père a été forestier, et donc il y a une très belle rue des forestiers à Laxou, collée à la forêt. Mais j'ai habité là-bas, mais j'ai fait mon école primaire élémentaire et mon collège à Vendeuvre, plus lié à Vendès pour le coup, où j'avais beaucoup de camarades qui venaient de là-bas. Et au lycée, j'étais en centre-ville à Loritz. Et du coup, j'ai habité en tant qu'étudiant dans divers quartiers, dont le quartier Gare, et le quartier Rive de Meurthe, je crois qu'on appelle ça. Voilà. Et donc du coup, le quartier Haut-du-Lièvre, je connaissais parce que je venais pas mal à l'Azimut 854. Et c'est à peu près tout, en fait. Je venais pas beaucoup. Je connaissais parce que Laxou, c'est pas très loin. Mais en fait, voilà, j'y passais très peu. J'y venais pour écouter de la musique et j'y restais pas beaucoup.
J'avais l'image un peu qu'on m'avait donnée. C'est-à-dire que quand je venais à des concerts, il fallait faire un peu attention. Il fallait faire attention où on se garait. Il fallait faire gaffe, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir t'installer sur le plateau de Haye ? Tout bêtement, j'ai eu l'occasion d'y acheter une maison pour un projet d'accession à la propriété. Et en fait, c'était attractif niveau prix. Et j'avais pas de raison de ne pas y venir, en fait. Parce que, les fois où je suis venu pour écouter de la musique, où on m'a dit de faire attention, j'ai jamais eu de problème. Même si beaucoup de gens m'ont dit attention, tu vas aller habiter là-haut, c'est l'eau du Lièvre quand même, quoi. Dans ton entourage, l'image du quartier en fait n'avait pas bougé depuis 20 ans et restait... Non, je pense qu'elle était restée la même, mais c'est parce que les gens qui ont l'image du quartier sont des gens extérieurs au quartier, en fait. Le seul lien qu'ils ont au quartier, c'est ce qu'ils entendent dans les médias ou dans les faits divers ou par des on-dit. Après, je suis un petit peu sanctuarisé parce que je suis dans un lotissement qui est quand même assez excentré du quartier, mais moi, les premières semaines et toujours maintenant, c'est très calme et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans le quartier, c'est qu'il y a beaucoup de nature, entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est vert et végétal, quoi. Oui, donc j'ai une fille qui a 9 ans maintenant et qui a toujours qui a commencé sa scolarité dans le quartier. Elle a même, moi j'ai déménagé fin 2018 dans le quartier et on l'avait mise à l'école dès septembre. Je n'ai pas de souvenir qu'on m'ait dit attention, elle va être dans une école compliquée, etc. Ça, j'ai pas trop. Après, quand on arrive en maternelle, je sais pas si on peut parler de maternelle difficile. Je me rends compte que par contre, pour le collège, on m'a déjà fait des remarques sur le fait qu'elle allait être peut-être dans un collège compliqué, etc. Mais du coup, nous, ça a été la volonté de la mettre... on a une école à 200 mètres de la maison, on va pas s'embêter à aller la mettre en centre-ville, quoi. J'ai effectivement des amis qui ont des enfants à l'école Stanislas ou Butanier-Mont, etc. Et en fait, moi, surtout le sujet, c'est qu'il y a beaucoup moins d'enfants dans la classe de ma fille, parce que c'est une des conditions de la REP+, et que pour moi, c'est un avantage, en fait. Ils sont, je sais pas, elle a déjà eu sa classe la plus grande, il devait être 18 ou 19, ou en gros une vingtaine, quoi. Les classes de centre-ville, j'ai des amis, ils ont eu 30 ou 32, je crois. C'est quand même pas les mêmes conditions d'éducation. Et donc pour moi, c'est un côté positif ici, quoi. Le quartier, c'est vrai qu'il a beaucoup changé avant que j'arrive, même si je commence à avoir du mal à me rappeler de comment il était avant, en fait. Mais là, oui, 2018, je suis arrivé juste avant le grand projet de rénovation. Donc là, c'est en cours. Je suis assez curieux de ce que ça va donner, parce que j'arrive pas vraiment à me rendre compte de ce que ça va donner sur le quartier. En fait, au sein d'un même quartier, j'ai l'impression qu'on fait quand même des partitions. Avec, à cet endroit-là, on fait des maisons avec des gens qui vont être propriétaires. À cet endroit-là, on reste sur du locatif, etc. Donc, j'ai pas l'impression que c'est apporté plus de mixité, au final. Surtout qu'en ayant parlé assez peu avec mes voisins, mais quand même un peu, je me rends compte qu'il y en a pas beaucoup qui vont dans la même école que ma fille, par exemple. Et donc, du coup, c'est des gens qui viennent habiter dans le quartier, mais qui, en fait, font juste habiter, quoi. Mais en tout cas, je vais dans des commerces du quartier, donc oui, il y a des têtes un peu connues. Je suis assez impliqué dans l'école de ma fille, en fait, donc en tant que parent d'élève. Donc, au final, je côtoie des parents d'élèves et en fait, je côtoie aussi les parents d'amis de ma fille, au final, qui eux sont du quartier. Et associatif, j'ai juste les jardins participatifs où en fait, la vente de produits locaux et accessibles. Moi, le truc qui revient souvent, c'est les gens qui me disent, donc justement, quand j'ai dit que j'allais emménager, attention, le haut du Lièvre, etc. En fait, moi, je suis assez surpris du calme du quartier, dans le sens, c'est calme, il se passe, c'est pas dangereux, etc. Mais c'est calme dans le sens, c'est calme. C'est-à-dire que moi, je travaille, du coup, technicien du spectacle, je travaille avec des horaires décalés, etc. Je rentre souvent tard, et en fait, je croise pas grand monde, quoi. Contrairement à quand j'habitais en centre-ville, quartier-gare, où là, il y a toujours du monde et ça peut être un peu compliqué. Et ça m'a surpris, en fait. Justement, peut-être un peu dans l'image que les gens ont d'un quartier avec des gens qui traînent. Et je ressens pas ça du tout. Oui.
Chamallow. Non, mais c'est génial. Je suis attendri là, c'est tout méchant. Alors, j'ai un tout petit truc qui est là d'ailleurs abordé à un moment donné. Hein. C'est que on ne dira jamais assez quand même. C'est un tout petit bémol, etc. On ne dira jamais assez le poids aussi du béton, c'est-à-dire de la monotonie visuelle. À quel point un enfant le vit. Je m'explique. C'est pas pareil de vivre à la Meuselotte. Moi, je vivais il y a 4 étages, ou dans la tour de la Cascade, au 10e ou au 15e. Ou alors toujours à la Meuselotte, mais à l'entrée 10, qui a aussi 15 étages ou plus, etc. C'est pas pareil, avec souvent des ascenseurs en panne, etc. Et te sentir plus écrasé par le béton, plus avec des tas d'étages identiques, etc. C'est pas la même chose que la même zone géographique, mais une maison, tu vois. Et oui, je pense on est juste à côté du Cèdre Bleu. Et au du Lièvre, vivre au milieu du Cèdre Bleu avant qu'on le découpe en tranches, quand il avait encore cette grande longueur, etc. Et que tu habites tout en haut, et puis que tu descends ces escaliers qui sont tous identiques, machin, voilà, avec souvent comment on dit, je vais pas dire qu'ils sont sales, ma maman les a lavés pendant des années, mais il y a quand même une sorte d'insalubrité, etc. C'est pas la même vision au quotidien, au jour le jour, pour les trajets d'école, etc. De vivre rien que ça dans ce décor, que de vivre dans le même espace, mais dans une maison, quoi. Mais du coup, c'est pas le même espace, en fait. Moi, du coup, c'est pas le même espace. Ouais. Vécu intérieurement, c'est pas le même espace, du coup. Voilà. Je regarde le temps défiler. Mais il est super, ce monsieur. Comme on le salue, hein. On salue Simon, oui. Ouais, super. Qui est tout près de nous, du coup, là, de l'autre côté du Cèdre. Est-ce qu'on aurait une petite conclusion à apporter, Lucas, en tout cas pour aujourd'hui, puisque donc on se reverra pour un enregistrement dans peu de temps, en tout cas pour la prochaine émission, où on essaiera de donner un peu plus la parole aussi justement à une famille que toi tu as pu rencontrer, avec des expériences assez diverses, et puis voilà, avec un peu de chance on aura d'autres témoins. J'ai avec un peu de chance puisque à chaque fois j'ai des déconvenus d'invités, mais j'annonce plus rien. Normalement tout devrait bien se passer. Mais Lucas, je te laisse la parole. Justement, la famille qu'on reçoit demain, l'entretien que j'ai pu avoir avec eux fait vraiment écho à ce qu'on a pu entendre même par Simon. En fait, on voit que même si c'est pas le même quartier, encore une fois, c'est le quartier plutôt du Lièvre, et encore c'est du pavillonnaire, ça fait vraiment écho, quoi, tout ce qu'il dit. Et faire une conclusion, c'est encore... en fait, je me suis rendu compte en voulant traiter ce sujet, je me suis dit c'est peut-être un sujet très précis, et finalement en fait je me rends compte que chaque sous-partie pourrait être une étude complète, quoi. Mais non, la conclusion, c'est vrai qu'il y a quelque chose que disait Simon, c'est que en fait c'est calme. C'est calme. Moi, la première fois que je suis venu, je m'attendais quand même à une sport d'effervescence. Et en fait, la première chose que je voyais, c'était en fait, j'entendais les voitures de l'autoroute. Et c'était impressionnant. Je me suis dit au début, mais je vais très sur l'appropriation et j'en vois pas. C'est bizarre, quoi. Et en fait, cette non-appropriation, ce côté un peu no man's land du quartier Champ-le-Bœuf veut dire beaucoup de choses, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant. Et ça a peut-être été un petit peu aussi le point de départ de mon travail. Bien, on va pouvoir se faire une petite pause. J'ai fait une fausse manip, je n'ai plus le texte sous les yeux. J'ai ressorti le Tomber la chemise de Zebda, qui est un vieux tube qui date, qui a été vu comme un grand tube à l'époque. On n'a pas trop réfléchi à ce qu'il racontait dedans, mais c'est vachement intéressant ce qu'il racontait. C'est tous les enfants de ma cité et même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur, et ça j'aime bien. Réussite éducative sur RCN. Tu m'avais dit qu'un jour on passerait du Zelda dans une émission. Du Zebda. Des fois je te soupçonne de faire exprès, pas du Zelda. Non. Ah, je croyais que c'était Zelda. Mais non, Zelda c'est un jeu. Ah, j'ai toujours cru qu'on disait Zelda, moi. Non. Ah mince, pardon. Waouh. Il se passe des trucs incroyables dans cette émission. On voit des gens qui progressent soudain. Je sais pas, moi j'ai entendu ça une fois à la radio, c'est tout. Bon. Valentine, cette fois c'est à toi pour de vrai. Il n'y a pas de blague dissimulée. Tu as commencé ton stage il n'y a pas longtemps. Tu te retrouves directement derrière un micro. Nous lançons ta carrière ce soir, comme on a dit cet après-midi. Le début d'une grande carrière. Le début d'une grande carrière. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu la filière EJE en termes d'études, et puis qu'est-ce que c'est ce métier d'EJE? Qu'est-ce que ça veut dire EJE? Comment tu t'es retrouvée là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup, comment je me suis retrouvée là? Après plusieurs réorientations, du coup, c'était ma première année quand je suis arrivée à l'IRTS.
Et du coup, j'ai commencé par l'école d'infirmière. Après, j'ai voulu être professeur des écoles. Et durant mes stages, en fait, en étant confrontée un peu à des gens qui n'étaient pas forcément dans des situations évidentes ou à des familles, en tout cas, qui avaient besoin d'aide, des enfants en difficulté parce que des parents en difficulté derrière. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider vraiment ces familles-là. Et du coup, je suis arrivée à l'IRTS, donc l'Institut régional du travail social, donc qui regroupe beaucoup de formations du coup, et en partie la formation de JE, d'éducateur de jeunes enfants. Donc, c'est une formation du coup qui se veut professionnalisante et elle nous prépare au diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants. Et souvent, quand on en parle, quand on dit qu'on fait des études pour être éducateur de jeunes enfants, on nous dit « Ah oui, éducateur spécialisé ». Et pas du tout. Enfin, c'est en fait le seul point commun qu'on a entre ces deux professions, c'est que le métier d'éducateur spécialisé, c'est aussi ça fait partie du travail social, donc on est amené à travailler ensemble dans des possibles accompagnements, dans certaines structures, etc. Mais c'est pas du tout les mêmes métiers. En tant qu'éducateur de jeunes enfants, du coup, on a un public qui est très très ciblé et on est du coup spécialisé dans la petite enfance, donc dans l'accompagnement des enfants de la naissance jusqu'à 7 ans et directement dans l'accompagnement de leur famille aussi. Voilà. Les éducateurs de jeunes enfants, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils font pas que jouer avec les enfants, c'est bien plus riche que ça. C'est un métier qui est beaucoup plus large et qui offre beaucoup d'autres possibilités, professionnellement parlant en tout cas. Donc on retrouve évidemment des possibilités de travail en établissement d'accueil du jeune enfant, donc en crèche, multi-accueil, halte garderie, qui sont souvent aussi... Enfin voilà, on a souvent dans l'idée commune que l'éducateur de jeunes enfants travaille uniquement en crèche. Et encore une fois, c'est pas le cas. On a un champ d'intervention qui est quand même assez large. Donc voilà, on peut être amené à travailler au sein des services de protection de l'enfance, dans les maisons d'enfants à caractère social, les villages SOS, au sein des services départementaux de la PMI, de la protection maternelle et infantile, mais aussi dans le champ du handicap, dans les instituts médico-éducatifs, les IME. Ou même dans le domaine du coup de la pédopsychiatrie via les CMP, etc. Donc voilà, c'est vraiment des domaines d'intervention qui sont très très larges et qui s'étendent en fait de manière générale à tous les endroits au final qui accueillent, qui sont susceptibles d'accueillir et d'accompagner des enfants de la naissance jusqu'à 7 ans. Donc voilà, du coup dans le travail qu'on fait, on travaille toujours pour les enfants, mais pas forcément avec, en fait, on peut... Enfin, voilà, en fonction des postes qu'on occupe, on travaille toujours, il y a toujours le cœur de métier qui est l'intérêt de l'enfant pour l'accompagner au mieux dans son développement psychomoteur, dans son développement global, en fait, dans tout le développement. Mais on travaille en fonction des postes, pas forcément avec les enfants. Voilà. Au sens où, je t'interromps, je me permets, au sens où il y a des postes qui ne sont pas forcément au contact du public. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des postes qui sont plus dans l'organisation, la coordination de projets, etc., qui sont peut-être moins en lien avec le public directement, mais qui agissent grandement pour le public et qui travaillent vraiment pour eux souvent, quoi. Vous êtes un peu partout, en fait. Exactement. En fait, on pense, et moi la première avant d'entrer en formation, que c'est un métier en fait qu'on va être potentiellement amené à travailler en crèche. Moi, j'avais la notion de direction de crèche qui était possible, etc. Mais j'avais pas du tout cette notion, toutes ces possibilités en fait. Et c'est vrai que c'est un métier qui est hyper large, qui offre énormément de possibilités, et c'est vraiment énorme, et 3 ans de formation, c'est presque pas assez pour découvrir tout ça, quoi. Voilà. Et du coup, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une formation qui est professionnalisante. Donc, on passe au niveau de l'organisation de la formation, c'est du coup une formation qui se fait à peu près en 50-50. Donc, on a 50% du temps des cours théoriques, du coup à l'IRTS, et les autres 50% du temps, on a des stages, du coup des périodes de formation pratique qu'on effectue dans les différents
dans différentes structures, dans différents domaines, protection de l'enfance, établissement d'accueil, voilà, en fonction de nos projets professionnels, ce qui nous permet de découvrir aussi en partie, c'est parti beaucoup à la découverte de toute cette grandeur, cette largeur de tous ces domaines, quoi. Voilà. Toi, tu te projettes comment dans ce métier-là, justement, au milieu de toutes ces possibilités ? Moi, je me projette beaucoup C'est une bonne question. C'est encore un projet professionnel qui est en construction, mais moi, je me projette dans la protection de l'enfance beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai hâte de pouvoir découvrir. Et voilà, du coup, étonnamment, je me vois pas forcément auprès des tout petits, mais toujours auprès du jeune enfant et dans la protection de l'enfance, parce que ça me semble trop important. En tout cas, les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, et c'est tellement important de les accompagner, de leur offrir un cadre, le cadre dont ils ont besoin pour grandir correctement, de leur donner le plus de cartes pour qu'ils puissent grandir et s'épanouir après pleinement, et si on peut aider en plus les familles, les parents qui sont en difficulté, etc., parce qu'être parent, c'est pas facile du tout, c'est pas évident, et c'est pas une évidence pour tout le monde et pour personne, je crois d'ailleurs. Ouais. Et donc voilà, si on peut apporter notre patte là-dedans, moi je trouve ça très chouette en tout cas. Moi je suis admiratif parce que c'est un métier, j'aurais rêvé de le faire. Et il reste pas beaucoup, il me coupe le sifflet, David. J'ai fait un geste, t'es pas censé le dire. Si, je dénonce, mais si, parce qu'en plus, comme on est filmé, tu te fais griller. Radio, et maintenant, depuis que les gens écoutent la télé, qu'est-ce que je voulais dire ? Je me suis déstabilisé moi-même, parce qu'heureusement qu'on écoute la télé, tu me diras. Mais oui, non, mais parce qu'avec mes clowneries, je vais souvent, tu sais, à Réalise ou à SOS Village d'enfants que tu as évoqué. Et du coup, c'est le seul moment où j'ai un peu vu le job qui va être le tien, là, hein, les éducateurs, tout ça. Et je me rends compte du rôle super important. Et puis que dans le job auquel tu te destines, il y a à la fois... c'est une alchimie comme ça qui est complexe, c'est-à-dire l'empathie, accompagner la destinée. Puis en plus, dans les lieux que j'évoque, il y a aussi des difficultés, etc. Mais d'être à la fois un guide, aider à structurer l'enfant, à les règles et tout, et en même temps à reprendre confiance au monde qui l'entoure, ou à prendre confiance dans le monde qui l'entoure, etc. Enfin, c'est toute une alchimie, c'est complexe, c'est un rôle super important. Un lien, etc. Enfin, pour plein de choses, et je trouve ça admirable parce que je me dis, voilà, c'est un job qui est tout le temps, qui doit être jamais deux fois le même, suivant les lieux où tu vas, ou les enfants que tu accompagnes, etc., et qui doit être une richesse dans les liens à établir, tous les jours interagir par rapport à des réactions de l'enfant, par rapport à des particularités, des difficultés dont tu parlais là, sociales, etc. Oui. Donc je trouve ça riche et fondamental en même temps. Hyper riche humainement, et on grandit tout le temps en fait, on apprend tout le temps, mais professionnellement et personnellement, puis c'est vraiment enrichissant humainement, parce qu'en fait on n'est jamais confronté au même type de personnes, évidemment qu'il y a un public qui est orienté en fonction de là où on va travailler, mais un être humain reste un être humain, et c'est pas possible de croiser 2 fois la même personne, donc c'est hyper enrichissant en tout cas, et c'est un métier qui est très global, très riche, très chouette. Je pense que tu vas bien t'entendre avec Claire, qui nous fait les chroniques parentalité, qui est assistante maternelle, qu'on entendra dans la prochaine émission. Peut-être. Il nous reste... peut-être non, c'est sûr. Oui, sûr. Arrête. En tout cas, bravo Valentine. Il nous reste une minute pour conclure. Est-ce que quelqu'un aurait un petit mot à dire, un petit mot de conclusion, un truc chouette? Chamallow. Un truc chouette. Je dis truc chouette, pourquoi je te parle à toi? Ça pourrait être. Ça pourrait être. Mais... Chouette, il se tourne vers moi et je l'ai pas payé en plus. Hein. Non, mais moi je dis quand même une bonne continuation et puis des bonnes réussites d'études à Valentine. Merci beaucoup. Voilà, qu'on recevra de nouveau, non? Ça pourrait être sympa dans l'évolution. Plusieurs fois. Clairement. Et voilà. Et puis merci à Lucas aussi. C'est cool. J'étais content de te voir. En plus, ça faisait longtemps que je t'avais pas revu. Ça fait vraiment plaisir. Et puis on se revoit. Officiellement 24 heures. Mais en vrai, à la radio, ça sera dans plus longtemps. Dans une semaine. Sur les ondes. Et merci Joris à la technique. Ah oui, merci Joris. À la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org